Dans la savane brûlée par le soleil du Kenya, des troupeaux de gnous et de zèbres traversent la rivière Mara, face à des prédateurs qui rôdent partout. Parviendront-ils à l'autre rive? Ou resteront-ils à jamais pris dans le cycle implacable de la vie et de la mort? Kenya, la migration fulgurante de la savane sauvage. En Afrique de l'Est, le Kenya apparaît comme une majestueuse symphonie de nature sauvage. Dans la vaste plaine du Masai Mara, où la terre rouge brûlée par le soleil rencontre le ciel d'un bleu profond, chaque rafale de vent fait onduler les hautes herbes. La beauté immaculée de ce lieu est aussi le théâtre de l'une des plus grandes merveilles naturelles du monde, la grande migration de millions d'animaux sauvages. Chaque année, lorsque la saison sèche arrive du Serengeti, l'herbe se dessèche, l'eau s'assèche et la vie semble se taire. Pourtant, de cette disparition naît une nouvelle vague de vie. D'anciens instincts surgissent, tel un signal invisible qui se propage à travers la savane. Ainsi, des centaines de milliers de créatures empruntent les étapes de la vie, de la survie et du cycle éternel. Lorsque la savane change de saison, de loin, les premières silhouettes apparaissent, les gnous. Grâce à leur instinct de retour, ils sont les pionniers de la grande migration, ouvrant la voie à l'afflux de créatures vers le Kenya. Avec leur corps robuste, leur fourrure gris foncé et leurs cornes recourbées, ils incarnent la force et l'endurance. Plus d'1 million d'individus se déplacent simultanément, formant un gigantesque fleuve de créatures qui traverse la terre et le ciel. Moins agiles que beaucoup d'autres espèces, les gnous survivent grâce à leur instinct grégaire. En cas de danger, le troupeau change de direction, rendant l'attaque des prédateurs plus difficile. Leur cohésion est leur arme la plus puissante pour surmonter ce voyage difficile. Pendant la migration, ils ouvrent la voie, créent des boucliers vivants et aident les espèces les plus faibles à surmonter les difficultés. Ils sont le cœur de cette migration en perpétuel mouvement, luttant sans cesse pour la survie. Sous le ciel étouffant, le sol tremblait au rythme des sabots du troupeau de gnous en mouvement. Mais au milieu de ce paysage apparemment paisible, le danger rôdait dans l'herbe jaune qui lui arrivait à la taille, un guépard avait verrouillé sa cible. Avec son corps élancé, ses longues pattes,
sa poitrine profonde et sa colonne vertébrale aussi souple qu'un ressort, le guépard est l'animal le plus rapide du monde. Ses yeux perçants étaient fixés sur une jeune antilope qui venait de se séparer du troupeau. Avec sa fourrure tachetée qui lui offrait un camouflage parfait dans la prairie brûlée par le soleil, le guépard s'approcha de sa proie en quelques pas légers. Sans un bruit, sans aucun avertissement. Et puis il explosa. Quelques secondes plus tard, ses griffes acérées frappèrent la patte arrière de la proie. Au loin, le troupeau d'antilopes continuait de marcher comme si de rien n'était. Dans ce voyage acharné, la mort était inévitable. Et la vie, elle, était toujours forcée d'avancer. Parmi les grands troupeaux d'antilopes, on trouve des zèbres rayés de noir et de blanc, pionniers silencieux de la migration. Dotés d'une vue perçante et d'un odorat très développé, les zèbres sont capables de détecter le danger de loin et de mémoriser le chemin à travers de nombreuses saisons de migration. Ils partent souvent en premier, explorant le chemin et menant le groupe à travers des terres dangereuses. La structure soudée et rigoureusement organisée du troupeau les aide à se protéger mutuellement, en particulier les jeunes chevaux. Lorsqu'ils sont attaqués, ils ne paniquent pas et peuvent contre-attaquer avec de puissants coups de pied. Dans ce voyage de survie, les zèbres sont les yeux du groupe de tête, ouvrant la voie et avertissant ceux qui les suivent du danger. Au cœur de cette migration trépidante, des corps petits mais agiles se faufilent au milieu des grands troupeaux d'antilopes tels que les Thomson, les Grant et les Impala. Bien que peu nombreux, ils constituent un maillon important de cet écosystème en constante évolution. La petite gazelle de Thomson, avec ses rayures noires caractéristiques sur les flancs, est réputée pour son agilité et sa capacité à bondir de manière spectaculaire pour échapper au danger. La gazelle de Grant, plus grande et plus forte, vit généralement en petits groupes serrés. L'impala est extrêmement agile, capable de bondir jusqu'à 3 mètres de hauteur lorsqu'il est menacé, réalisant des bonds de fuite impressionnants à travers la savane. Contrairement aux grandes espèces qui dépendent du nombre ou de la navigation, ces antilopes survivent grâce à leur prudence et à leur réactivité.
Toujours vigilantes, elles se tiennent à distance raisonnable des grands troupeaux et sont prêtes à changer de direction dès qu'elles détectent des mouvements inhabituels. Lors de leur migration, elles sont symboles de flexibilité et d'adaptation, celles qui survivent grâce à leur agilité et leur vigilance dans un territoire où tout peut devenir prédateur. Le voyage continue et la savane kenyane se transforme peu à peu en un champ de bataille silencieux. À mesure que les troupeaux progressent à travers des espaces ouverts, où les arbres sont clairsemés et l'herbe leur arrive à la taille, les prédateurs commencent à apparaître. Chaque pas est non seulement un voyage vers la vie, mais aussi un pari avec la mort. Non loin, à l'ombre d'un arbre clairsemé, une famille de lions se repose sous un soleil de plomb. Le chef mâle repose tranquillement, entouré des femelles, véritables chasseuses de la troupe. Elles observent le troupeau approcher. Les lionceaux jouaient à leur côté, ignorant qu'aujourd'hui pourrait être le premier jour où ils assisteraient à une chasse. Les lions n'étaient pas pressés. Ils attendaient, observaient attentivement et choisissaient la proie la plus faible. Au coucher du soleil, la troupe de lions troquait son attitude nonchalante pour adopter un instinct de chasse froid et précis. Alors que le soleil projetait de longues ombres sur la savane, la troupe de lions se leva. Leurs pas étaient légers, comme s'ils glissaient sur l'herbe, sans un seul bruit superflu. La cible du jour, un troupeau de zèbres broutants non loin. Ils étaient occupés à chercher de l'herbe fraîche, sans sentir le danger approcher. Un jeune zèbre était un peu lent. C'était la cible. Soudain, une lionne surgit de l'herbe. Les zèbres paniquaient s'enfuir, mais il était trop tard pour le lionceau. En quelques secondes, la chasse était terminée. Les lions avaient réussi. Les lionceaux accoururent, goûtant pour la première fois à la viande d'une faune sauvage où l'instinct est la seule règle de survie. Pendant que les lions savouraient leur butin, dans une autre partie des plaines, un autre clan de hyènes tachetés évoluait également. Souvent associé à un rire étrange et à la réputation de charognard, peu de gens savent qu'il s'agit de l'un des prédateurs les plus efficaces et les plus organisés d'Afrique.
menés par des femmes imposantes, déterminées et ingénieuses. Sous leur commandement rigoureux, les hyènes chassaient avec tactique et une coordination méticuleuse, comme n'importe quelle troupe de lions. Et à la tombée de la nuit, elle devint la force hantée de la savane, tenace, obstinée et sachant toujours attendre le bon moment. Les deux forces prédatrices, les lions fiers et les hyènes sages, commençaient maintenant à prêter attention à la migration. Pour elles, c'était un festin de saison sèche. Pour les migrateurs, c'était un lieu où la vie et la mort n'étaient qu'à un pas. Après des jours à traverser des broussailles, des prairies brûlées et des champs déserts dangereux, la caravane atteignit enfin le plus grand défi de son voyage, la rivière Mara. Sous un soleil de plomb, l'eau de la rivière tourbillonnait, turbulente, l'autre rive verte comme une promesse. Mais pour y parvenir, il devait traverser les eaux impétueuses qui cachaient les créatures les plus mortelles du pays, les crocodiles du Nil. Tous cachés sous la surface, leurs yeux froids perçant l'eau, les vieux crocodiles attendaient depuis le début de la journée. Ils savaient que c'était la saison du festin, et aujourd'hui, ils avaient choisi les gnous comme cible. Alors que le troupeau commençait à patauger dans la rivière, le courant fut rapidement agité par des centaines de sabots. Dans le chaos, un jeune gnou perdit l'équilibre, plus lentement que les autres. En une fraction de seconde d'hésitation, l'eau se rompit soudainement. Sur la rive, les autres continuaient d'avancer, comme s'ils ignoraient le destin qui venait de s'abattre sur eux. Pour eux, l'hésitation signifiait la mort. Et les crocodiles, tels des dieux dans l'obscurité, attendaient en silence ceux qui s'essoufflaient. La traversée de la rivière Mara ne faisait pas partie du voyage, mais constituait l'épreuve la plus rude de la vie sauvage. Ceux qui traversaient survivaient. Ceux qui ralentissaient devenaient la proie des prédateurs silencieux sous l'eau.
De l'autre côté de la rivière Mara, l'herbe verte et luxuriante accueillait enfin les survivants. Après ce voyage acharné, c'est ici que la vie commençait à renaître. Quelques jours seulement après leur arrivée, le troupeau de gnous donna naissance à un grand nombre de petits. Les petits naissaient en masse, se levant rapidement et apprenant à marcher en quelques minutes seulement, un instinct de survie dans cette nature rude. Zèbres, gazelles de Thomson, impalas, commençaient également leur saison des naissances. Dans le ciel, des nuages sombres s'accumulaient. Les premières pluies de la saison tombent sur la terre craquelée, réveillant la vie depuis ses racines. Les plaines reprennent vie, l'herbe pousse rapidement, les ruisseaux débordent. Non seulement les prédateurs, mais aussi les intempéries menacent la survie des petits. Mais quelques heures seulement après leur naissance, ils peuvent se lever, courir après leur mère et rejoindre la migration sans fin, une capacité d'adaptation miraculeuse de la nature. La migration est terminée, mais c'est aussi le début d'un nouveau cycle, où une nouvelle vie germe entre le bruit de la pluie et le premier cri d'un petit. La saison des pluies se termine, l'herbe se dessèche, l'eau s'assèche. Les plaines du Masai Mara ne sont plus la terre promise. Une fois de plus, les instincts anciens refont surface. Gnous, zèbres et autres antilopes commencent à se rassembler, se préparant à partir, cette fois vers le sud. Le voyage recommence, avec les dangers familiers, lions, hyènes, crocodiles et rivières tumultueuses. Mais ils continuent d'avancer, car tel est le cycle de la vie. Le cycle migratoire se termine, laissant place à un nouveau voyage. Dans la savane kenyane, la vie ne s'arrête jamais. C'est le cycle sans fin de la nature sauvage. La grande migration au Kenya est non seulement un phénomène naturel magnifique, mais aussi une profonde leçon de survie tirée de la nature sauvage. Les gnous et les zèbres survivent grâce à la force du troupeau.
Lorsqu'un danger est détecté, le troupeau entier change immédiatement de direction, perturbant le troupeau et empêchant le prédateur d'attaquer. Il s'agit d'un réflexe instinctif, formé au cours de millions d'années d'évolution. Les zèbres et les gazelles de Thomson ont une vue et une ouïe extrêmement sensibles, ce qui leur permet de détecter le danger à distance. Dans un environnement où la mort est toujours présente, des réflexes rapides sont essentiels. Les jeunes antilopes ne mettent que quelques minutes pour se lever et quelques heures pour courir avec le troupeau. Ils n'ont pas le temps de s'affaiblir et s'adaptent dès la naissance, condition indispensable à leur survie. Lorsque des centaines de milliers de bébés naissent en même temps, les prédateurs ne peuvent les rattraper. C'est la stratégie de survie intelligente de la nature, créer l'étouffement pour augmenter les chances de survie. Après des jours difficiles, la pluie revient, les plaines reprennent vie, la vie reprend son cours. Le cycle migratoire recommence, clôturant un voyage et en ouvrant un nouveau. Dans la nature, la vie ne s'arrête jamais, à condition de savoir s'adapter et d'avancer. Que pensez-vous des histoires de survie ? N'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo. Appuyez sur la cloche et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires sauvages de la nature majestueuse. Kenya. La scène des batailles sans fin entre le chasseur et le chassé. Tous les prédateurs ne rugissent pas. Tout le monde ne gouverne pas par la force. Ils arrivent sans prévenir. Ils ont agi sans hésitation. Et à chaque fois qu'elle attaque, la nature assiste à un moment parfait d'instinct. Kenya. Les prédateurs silencieux. Dans les basses prairies et les marais bordés de forêts de l'Afrique subsaharienne vit une créature que peu de gens remarquent. Pas aussi gros qu'un lion. Pas aussi proéminent que le léopard. Mais avec ses oreilles en forme d'antenne, sa silhouette élancée et ses sauts extraordinaires, il est l'un des prédateurs les plus habiles du monde naturel. Il s'agit du lynx africain, également connu sous le nom de serval. Les lynx ont un corps mince avec des pattes inhabituellement longues par rapport à leur taille.
Un individu adulte pèse environ 8 à 18 kg, mesure environ 60 cm au garrot et environ 1 mètre de long, queue comprise. La fourrure jaune crème tachetée de noir crée un camouflage idéal parmi les mauvaises herbes et les lisières de la forêt. Leurs oreilles sont grandes et rondes, d'un noir de jais avec une strie blanche proéminente, ce qui facilite la communication silencieuse entre la mère et l'enfant et agit également comme un radar acoustique ultrasensible. Contrairement à de nombreux autres chats, les lynx roux ont des proportions inégales au niveau des membres antérieurs et postérieurs. Leurs pattes postérieures plus longues les aident à sauter verticalement, atteignant des hauteurs de plus de 3 mètres en un seul bond. Leurs yeux ne sont pas très grands, mais leur capacité à se localiser par le son est étonnante. Les lynx ont une durée de vie moyenne de 10 à 12 ans dans la nature et peuvent vivre plus longtemps en captivité. Alors que la lumière du soir tombait progressivement sur la prairie, la forêt clairsemée commençait à devenir silencieuse. Mais le lynx est à son apogée d'activité. Dans les dernières lueurs du jour, il se déplaçait lentement dans l'herbe épaisse, ses oreilles dressées comme deux antennes délicates. Chaque pas était léger, mais tout son corps était tendu comme la corde d'un arc, prêt à réagir à tout moment. Grâce à leurs oreilles exceptionnellement sensibles, les lynx peuvent entendre les fréquences ultrasonores que les souris émettent lorsqu'elles communiquent ou se déplacent dans l'herbe. Il n'a pas besoin de voir sa proie. Il suffit d'écouter. Le moindre bruit, le grattement de minuscules griffes sur les racines des arbres, le bruit d'un brin d'herbe repoussé par le mouvement d'une souris, tout est analysé par lui en temps réel. Une fois sa proie localisée précisément sous l'herbe épaisse, le lynx s'arrêta. Complètement immobile. Oreilles inclinées vers le son. Les yeux plissés. Respirez lentement. Tout le corps concentre son énergie sur les pattes arrière. Le saut est sur le point de commencer. Et puis, en moins d'un clin d'œil, il s'est envolé verticalement dans les airs. Si la proie n'est pas morte, le lynx mordra rapidement l'arrière du cou avec ses dents, mettant fin à la chasse en quelques secondes.
S'il réussit son premier coup, il lève la tête, les oreilles toujours pivotantes par anticipation, puis attrape rapidement la souris et se retire de la zone ouverte. Les lynx mangent souvent dans des endroits secrets, évitant ainsi d'exposer leur emplacement à des prédateurs plus gros. Il ne stocke pas et ne ramène pas ses proies au nid. Chaque repas est une fin soignée, efficace et sans chichi. Au cours d'une nuit, un lynx adulte peut réaliser jusqu'à 10 à 20 de ces embuscades. Et bien que chaque proie ne pèse que quelques dizaines de grammes, elle contribue à fournir presque toute l'énergie nécessaire au maintien de son corps flexible et de sa capacité de survie. Les lynx sont des animaux solitaires, qui ne s'accouplent que pendant la saison de reproduction. Une femelle est généralement en chaleur à tout moment de l'année, mais le pic coïncide généralement avec la saison des pluies, lorsque les sources de nourriture sont abondantes. Après une courte poursuite et un accouplement, le mâle partira et la femelle s'occupera de tout le processus de grossesse, de mise bas et d'élevage. La gestation dure environ 75 jours. La femelle donnera naissance à 1 à 3 petits dans une petite tanière ou parmi les buissons. Les jeunes naissent aveugles, faibles et complètement dépendants de leur mère. Durant les 2 premières semaines, la mère ne quitte pas le nid trop longtemps. Lorsque les chiots sont suffisamment forts, on leur apprend à chasser en observant et en jouant avec des proies vivantes. Les lynx jouent un rôle important dans l'écosystème. En tant qu'espèce de grande taille qui lutte contre les rongeurs et les insectes, elle contribue à maintenir l'équilibre de la chaîne alimentaire, limitant ainsi les maladies et les dommages agricoles dans les zones de conservation marginales. Dans le nord du Kenya, où les collines rocheuses alternent avec les plaines arides de l'Équipia, aucun endroit n'est vraiment sûr. Le temps est imprévisible. Les humains et les grands prédateurs se disputent les terres. Et au milieu de cette terre hostile, un groupe de créatures existe toujours. Non pas par la force, mais par l'unité. Chiens sauvages d'Afrique. Le prédateur disparaît d'une grande partie du continent, mais il persiste encore dans quelques coins sauvages du Kenya. Pas de bruit, pas de rugissement, ils vivent cachés derrière des buissons, des ruisseaux peu profonds et des chemins de terre que seuls appellent leur maison. Le chien sauvage africain est l'un des prédateurs les plus singuliers du monde animal. Contrairement à toute autre race de chiens, il possède un génome évolutif distinct, suffisant pour les distinguer de tous leurs proches parents.
Un corps élancé, de longues pattes, une poitrine large, de grandes oreilles rondes et un museau court sont des caractéristiques reconnaissables. Un individu adulte pèse en moyenne entre 20 et 32 kg. Ils ne sont pas grands mais soignés, musclés et courts avec grâce. Le pelage court et tacheté se décline en 3 couleurs principales, noir, jaune et blanc, formant des motifs uniques propres à chaque individu, comme les empreintes digitales humaines. Leurs oreilles ne servent pas uniquement à entendre. Dotées d'une grande surface, les oreilles aident à dissiper la chaleur et à réguler la température corporelle lors de mouvements continus. Bonne vue mais pas aussi bonne que l'ouïe. Les yeux sont relativement petits, mais suffisamment sensibles pour détecter les mouvements à distance. Des dents acérées et des mâchoires solides permettent de déchirer la viande rapidement et efficacement. Les chiens sauvages africains sont des créatures nées pour courir. Leur structure osseuse et corporelle est optimisée pour une vitesse moyenne élevée et une endurance à long terme. Ils peuvent maintenir des vitesses de 50 à 60 km/h pendant plusieurs minutes à la fois, une caractéristique rarement observée chez tout autre prédateur. Contrairement aux lions ou aux léopards, les chiens sauvages ne comptent pas sur la force individuelle ou sur la surprise absolue. Ils s'appuient sur une stratégie d'essai, où chaque membre du groupe joue un rôle irremplaçable. Ce n'est pas une chasse individuelle. C'est une danse de groupe. Avant chaque chasse, le troupeau se salue avec des cris aigus, courts et continus caractéristiques, semblables à ceux des oiseaux. Ces signaux aident à connecter l'esprit et à synchroniser les mouvements. Lorsque la cible est identifiée, il s'agit généralement d'une gazelle, d'un impala, d'un phacochère ou même d'un petit zèbre. La poursuite commence. Pas d'embuscade. Pas de silence. Il court droit. Un groupe de têtes suit la proie. Un autre groupe s'est déplacé sur le côté pour faire pression. Finalement, lorsque la proie ne peut plus suivre le rythme, la meute l'entoure et attaque rapidement les points faibles comme les pattes et la gorge. Une fois abattue, la proie sera déchiquetée en quelques minutes. Chaque meute de chiens sauvages possède un couple reproducteur de chefs de meute.
La femelle alpha est le seul individu qui donne naissance, tandis que le reste du groupe aide à prendre soin, à protéger et à élever les petits. Il s'agit de l'un des rares systèmes parentaux communautaires chez les carnivores. L'estrus se produit généralement pendant la saison sèche, lorsque les proies sont plus faciles à trouver et que les conditions de vie sont plus stables. Après l'accouplement, la femelle sera enceinte pendant 70 à 75 jours et donnera naissance à 6 à 16 petits dans un terrier en terre. Pendant que la femelle niche, toute la meute se relaie pour chasser et rapporter de la nourriture pour la nourrir. Lorsque les chiots commencent à sortir de leur tanière, on leur apprend à communiquer, à reconnaître les odeurs de la meute et à observer les chasses à distance. Vers l'âge de 2 à 3 mois, ils commencent à se déplacer avec le troupeau et sont complètement protégés. La structure sociale des lycaons est très serrée. Tout comportement tourne autour de la survie du groupe. Les membres partagent le travail. Les décisions sont prises collectivement. Et tout individu errant sera récupéré par le troupeau en quelques jours s'il est vivant. Le succès biologique du lycaon ne réside pas dans la domination ou le pouvoir. Elle réside dans la camaraderie et la discipline collective. Un modèle qui fonctionne sur la confiance, ce que tous les prédateurs n'ont pas. Alors que la lumière du soleil commençait à se retirer des prairies, laissant ces dernières traînées de lumière sur la fine poussière, la meute de chiens sauvages se retira vers son lieu de repos. Les ombres grises tachetées étaient rapprochées, respirant lentement après la longue chasse. Une silhouette élancée, des motifs tachetés recouvrant son corps, se déplaçaient comme de la fumée. Pas de précipitation. Prenez votre temps. Mais c'est absolument intentionnel. Les yeux dorés s'ouvrirent largement. Les oreilles se tournent vers chaque son. Le pied touche le sol sans laisser de bruit. Ce n'est pas un prédateur qui a besoin d'une meute. Un vagabond silencieux entre la frontière des ténèbres et la lumière du jour. Une incarnation du contrôle et de la patience. Léopard. Le solitaire parfait. Dans le monde des grands prédateurs africains, le léopard est le moins vu. Non pas parce qu'ils sont rares, mais parce qu'ils savent très bien se cacher. Avec son corps souple et sa compression puissante à chaque pas, le léopard est l'incarnation de la grâce et du contrôle absolu.
Un individu adulte pèse de 30 à 80 kg selon le sexe et l'habitat. Corps long, dos arqué, pattes arrière fortes, longue queue aide à maintenir un équilibre parfait. La fourrure brun doré tachetée de fleurs noires crée non seulement de la beauté, mais offre également un camouflage idéal parmi la lumière du soleil brisée sur le sol de la forêt et la savane. Les yeux sont perçants et reflètent bien la lumière. L'odorat est sensible, mais pas aussi bon que l'ouïe et la vision nocturne. Ses mâchoires puissantes, sa structure d'épaule flexible et ses muscles du cou puissants lui permettent de tirer des proies plus lourdes que lui jusqu'au sommet d'un arbre de 3 mètres de haut sans perdre son élan. Excellente capacité d'escalade et de saut. Les léopards peuvent sauter jusqu'à 6 mètres horizontalement et 3 mètres verticalement en un seul bond. Cette mobilité en fait le grand félin le mieux adapté à de nombreux environnements. Des jungles, des collines, des savanes et même à proximité des zones résidentielles. Contrairement aux lions ou aux chiens sauvages, les léopards ne chassent pas en meute. C'est un individu indépendant, chassant seul, vivant seul et protégeant sa propre partie du monde dans l'obscurité. Cela rend sa technique de chasse plus individualisée et flexible que celle de tout autre grand prédateur en Afrique. Pendant la journée, les léopards se cachent dans la canopée des arbres ou à l'ombre de gros rochers. Quand la nuit tombe, elle bouge aussi doucement que le vent. Chaque étape est calculée. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de position. Pas de poursuite, mais de traque. Ne menacez pas, mais profitez des angles morts de votre proie. Les proies du léopard sont très diversifiées. Des petites antilopes, des singes, des porcs-épics, des oiseaux, des lézards et même des chiens sauvages. Les léopards tuent parfois de grosses proies telles que de jeunes zèbres ou des antilopes adultes si les conditions sont favorables. Le crépuscule tombe sur la savane kenyane. La lumière du soleil de fin d'après-midi se brisait en fragments dorés à travers la cime des arbres, dessinant des traînées de lumière tachetées sur le sol sec. L'espace semblait cesser de respirer. Et dans ce silence, une silhouette traversa l'herbe basse, rapidement, sans un bruit. Léopard.
Un mâle mature, à la démarche gracieuse, les yeux jaunes scrutant lentement les buissons. Il suit ce troupeau d'impalas depuis le petit matin. Attendez. Avancez. Mais pas encore. Un jeune impala ralentit. S'écarter du groupe. C'est son but. Le léopard pressa son corps contre le sol. Les oreilles tournent à chaque petit mouvement. Lorsque l'occasion se présente, le léopard commence ses tactiques de chasse. La chasse est terminée. Le journal n'a pas mangé sur place. Il utilise ses dents pour traîner ses proies dans les buissons ou grimper aux arbres, à plusieurs mètres du sol. Dans les arbres, il est à l'abri des hyènes, des chiens sauvages ou encore des lions. Les léopards peuvent y cacher leur proie pendant 2 à 3 jours, les mangeant progressivement et à intervalles réguliers pour ne pas attirer l'attention. La capacité des léopards à cacher leur proie et à choisir où les tuer rend leur survie extrêmement efficace, même s'ils sont toujours surpassés par ceux qui sont plus nombreux et plus forts physiquement. Les léopards sont solitaires sauf pendant la saison de reproduction. Une femelle entre en chaleur quelques jours par an, en le signalant par son odeur et un cri très bas. Le mâle suivra, s'approchera avec précaution et réalisera le processus d'accouplement sur plusieurs jours. Après cela, les deux se sont séparés. La grossesse dure de 3 mois à 3 mois et demi. Les femelles choisissent des grottes ou des creux d'arbres isolés pour donner naissance. Une portée compte généralement 1 à 3 petits. Les jeunes naissent aveugles, faibles et complètement dépendants de leur mère. Pendant les 6 premières semaines, ils ne quittent pas le nid. Lorsqu'ils sont assez grands, la mère commence à leur apprendre en leur rapportant des proies vivantes. Les premières leçons de chasse commencent par des coups manqués. Automne. Vache. Et réessayer. C'est une phase de survie. Seulement environ un tiers des oursons survivent jusqu'à l'âge adulte.
Les dangers proviennent d'autres prédateurs, de serpents, d'incendies de forêt ou de la concurrence d'autres léopards. Malgré leur nature solitaire, les léopards jouent un rôle important dans l'écosystème. Ils contrôlent le nombre de petits herbivores, empêchant ainsi les épidémies de maladies provenant d'animaux faibles. En même temps, ils laissent derrière eux des proies restantes, fournissant une source de nourriture aux hyènes, aux vautours et aux insectes. Le léopard n'est pas le roi de la savane. Mais ce sont des artisans des ténèbres. Une entité d'existence silencieuse mais profonde. Leur seul but n'est pas de dominer, mais de survivre assez longtemps dans un monde où un mauvais regard peut signifier la mort. Le Kenya est bien plus qu'une simple terre. C'est un cœur sauvage qui bat. Une symphonie tissée de rugissements, de cris, de pas et de silence. Ici, chaque créature, qu'elle soit aussi grande qu'un éléphant ou aussi petite qu'un lynx. Tous jouent un rôle dans le réseau fragile mais résilient de la survie. Ils ne vivent pas pour dominer. Ils existent pour maintenir l'équilibre. Et grâce à leur présence, ce monde possède encore un endroit où la nature peut vivre correctement. Aucune modification, aucune explication nécessaire. Le Kenya est un chapitre du livre de la Terre que nous sommes encore en train d'écrire. Chaque chasse, chaque bébé naît. Chaque fois, les humains choisissent de préserver plutôt que d'envahir. Ce sont toutes des réponses aux questions que nous nous posons sans cesse. Sommes-nous suffisamment conscients pour préserver la nature sauvage non seulement comme un souvenir, mais comme une partie de l'avenir ?